Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Écricom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, un grand merci à vous d'être présent sur le plateau d'Espace Prépa TV pour évoquer le thème de la mémoire, thème sur lequel planchent les élèves des classes préparatoires économiques et commerciales, mais aussi des prépas littéraires pour les concours BCE et Écricom 2019. Vous avez identifié pour eux des incontournables, des auteurs, des titres incontournables à travailler. Dites-nous lequel, en premier lieu, vous est venu à l'esprit à l'évocation de la mémoire? Moi, je parlerai d'abord de Platon. De Platon, donc, qui est né en 428 avant Jésus-Christ, qui est mort en 348, et de Platon et d'une œuvre en particulier, un dialogue de Platon, qui est intitulé le Ménon. Pourquoi? Parce que Platon, dans ce texte, dans ce dialogue, expose une théorie qui a une fonction très particulière dans la théorie de la connaissance chez Platon, qu'on appelle la théorie de la réminiscence. La théorie de la réminiscence, du grec anamnésis, c'est-à-dire la théorie selon laquelle connaître n'est rien d'autre que se ressouvenir. Alors, c'est intéressant d'évoquer en fait le contexte dans lequel, le contexte ou plutôt le paradoxe, d'où part Platon pour développer cette théorie de la réminiscence. Le paradoxe d'où part Platon est en fait un problème très sérieux en philosophie, sur lequel se sont cassés les dents les philosophes, qui est la question de savoir comment on sort de l'ignorance, autrement dit, comment on peut expliquer qu'un homme qui est ignorant, comment un homme qui serait totalement ignorant peut-il sortir de l'ignorance, c'est-à-dire peut-il accéder à la vérité, comment un homme peut-il accéder au savoir. Le problème, en fait, est en effet, peut être formulé de la façon suivante. Si je suis ignorant, comment puis-je accéder à la vérité, puisque accéder à la vérité, c'est bien, en un certain sens, reconnaître. Comment saurais-je que j'ai accédé à la vérité quand j'aurais accédé à la vérité si je suis ignorant? Et pour dépasser ce paradoxe, eh bien, Platon a recours précisément à la théorie de la réminiscence. Or, dans le dialogue du Ménon, cette théorie de la réminiscence, elle est développée à partir d'une question qui est posée à l'esclave de Ménon, qui parle grec, mais qui n'est pas savant. Et le problème qui est posé à l'esclave de Ménon, c'est le problème de la duplication du carré, donc c'est un problème en fait de mathématiques. Et l'esclave que Socrate interroge va être capable de résoudre le problème de la duplication du carré. Pourquoi? Mais parce que, en fait, connaître, ce n'est pas faire entrer, importer en soi un savoir qui vient de l'extérieur, mais connaître, c'est faire ressurgir à la lumière de la conscience un savoir qui est intérieur, un savoir qui est en soi. Connaître, c'est se ressouvenir d'une connaissance, d'une vérité qui est en nous. Alors cette théorie de la réminiscence, elle est évidemment, il faut quand même en dire un mot, indissociable d'une autre théorie chez Platon, qui est la théorie qu'on appelle la théorie de la métempsychose. La théorie de la métempsychose, c'est la théorie de la migration des âmes. Il ne faut pas oublier que chez Platon, selon Platon, un homme est un être qui possède une âme qui a dans une autre vie contemplé les essences. Les âmes qui ont contemplé les essences s'incarnant dans des corps humains. Donc tout homme possède une âme qui a déjà contemplé les essences. Et c'est la raison pour laquelle connaître, ce n'est rien d'autre que se ressouvenir de cette connaissance des essences que nous avons acquises en fait dans une autre vie. Cette théorie de la réminiscence, c'est-à-dire de la connaissance comme anamnésis, comme ressouvenir, elle permet aussi de comprendre ce qu'on appelle chez Socrate la méthode de la maïeutique. Socrate passe pour être celui
qui accouche les esprits. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le jeu de questions auquel Socrate soumet ses interlocuteurs, le jeu de ces questions, la méthode dialectique mise en œuvre par Socrate vise précisément à faire ressurgir à la lumière de la conscience un savoir prénatal, un savoir inné et un savoir qui jusque-là était enfoui. Merci pour ces premières incontournables. Vous avez aussi listé Bergson parmi les incontournables au sujet de la mémoire. Absolument. Bergson s'est beaucoup intéressé à la question du temps, à la question de la durée, à la question de la mémoire. Et on lui doit une œuvre maîtresse qui a pour titre Matière et mémoire, que Bergson publie en 1896. Alors, même si ce n'est pas habituel, je pense qu'ici il faut citer Bergson, même un petit peu longuement. Bergson écrit, je le cite, « J'étudie une leçon, et pour l'apprendre par cœur, je la lis d'abord en scandant chaque vers. Je la répète ensuite un certain nombre de fois. À chaque lecture nouvelle, un progrès s'accomplit. Les mots se lient de mieux en mieux, ils finissent par s'organiser ensemble. À ce moment précis, je sais ma leçon par cœur. On dit qu'elle est devenue souvenir. Je cherche maintenant, poursuit Bergson, comment la leçon a été apprise. Chacune des lectures successives me revient alors à l'esprit avec son individualité propre. Je la revois avec les circonstances qui l'accompagnent. Elle se distingue de celles qui précèdent et de celles qui suivent par la place même qu'elle a occupée dans le temps bref. Chacune des lectures repasse devant moi comme un événement déterminé de mon histoire. On dira encore que ces images sont des souvenirs, qu'elles se sont imprimées dans ma mémoire. Et on emploie les mêmes mots dans les deux cas. Or, s'agit-il bien de la même chose? Le souvenir de la leçon en tant qu'apprise par cœur a tous les caractères d'une habitude. Comme l'habitude, il s'acquiert par la répétition d'un même effort. Comme l'habitude, il a exigé la décomposition, puis la recomposition de l'action totale. Et comme tout exercice spirituel du corps, enfin, il s'est à emmagasiner dans un mécanisme qu'ébranle tout entier une impulsion initiale. Au contraire, le souvenir de telle leçon particulière, la seconde ou la troisième, par exemple, le souvenir, de telle lecture particulière, la seconde ou la troisième par exemple, n'a aucun des caractères de l'habitude. L'image s'en est nécessairement imprimée du premier coup dans la mémoire, puisque les autres lectures constituent par définition même des souvenirs différents. Ici, c'est comme un événement de ma vie, dit Bergson. Il a pour essence de porter une date et de ne pouvoir, par conséquent, se répéter. Alors, pourquoi matière et mémoire? Bien, d'abord parce que Bergson, comme on l'a vu ici, parce que Bergson pose une différence essentielle. La différence entre la mémoire habitude et la mémoire souvenir. Alors qu'est-ce que c'est que la mémoire habitude? C'est la mémoire qui engage un travail et qui engage un mécanisme cérébral, qui implique une répétition, qui implique un effort, la répétition d'un même effort, et qui va nous permettre, en fait, effectivement, d'apprendre et d'apprendre par cœur la leçon. Mais le souvenir de la leçon qu'on a apprise par cœur sous l'effet de l'effort et de sa répétition, sous l'effet donc de l'habitude, n'a rien à voir avec le souvenir que j'ai de telle ou telle lecture particulière de la leçon. Peut-être que j'ai répété ma leçon une première fois sur la plage. Peut-être qu'ensuite je l'ai répétée une deuxième fois dans mon bureau ou une troisième fois auprès du feu dans la cheminée. Bref, à chacune de ces lectures correspond un souvenir qui est une pure représentation. Un souvenir qui ne réclame pas d'effort. Un souvenir qui ne réclame pas de répétition. Un souvenir qui ne prend pas de temps. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que entre la mémoire habitude et la mémoire souvenir, se distingue chez Bergson ce qui relève du cerveau et ce qui relève de l'esprit. La mémoire habitude, elle implique un mécanisme cérébral.
un mécanisme cérébral qui consiste précisément en la mise en place d'un enchaînement de faits neurophysiologiques qui permettent en fait, à partir d'une perception, qui permettent d'emmagasiner précisément des souvenirs. Tandis que avec la mémoire, je dirais la mémoire pure, la mémoire du souvenir qui ne réclame pas d'effort, qui ne réclame pas de répétition, ici on a affaire à une activité tout à fait spirituelle. Et Bergson souligne d'ailleurs que la réflexion qu'on peut développer sur la matière, sur la mémoire, permet de comprendre la complexité du problème, du rapport entre la matière et l'esprit. En effet, on se représente souvent les souvenirs comme étant enfermés dans le cerveau, donc comme étant enfermés dans le corps. Et il est vrai que un certain nombre de lésions cérébrales, certaines pathologies cérébrales, peuvent entraîner la disparition de certains souvenirs. On en déduit, souligne Bergson, du fait que certaines lésions cérébrales peuvent entraîner la disparition des souvenirs, que les souvenirs résident dans le cerveau. On commet une erreur, dit Bergson. On commet la même erreur que l'erreur qui consisterait à considérer que parce que le porte-manteau soutient le manteau n'est rien d'autre que le porte-manteau. En effet, il est vrai que si jamais le porte-manteau tombe, le manteau accroché au porte-manteau tombe aussi. Mais cela signifie-t-il que le manteau n'est rien d'autre que le porte-manteau? Évidemment non. Donc, du fait que certaines lésions cérébrales entraînent la disparition du souvenir, on ne peut pas en déduire que le souvenir est quelque chose qui réside dans le cerveau, comme l'automobile serait parquée dans un garage. Parce que le cerveau n'est pas en fait le lieu dans lequel sont enfermés les souvenirs. Le cerveau est une fonction, c'est la fonction de rappel du souvenir. Et c'est précisément parce que le cerveau est la fonction du rappel du souvenir qu'une lésion cérébrale peut parasiter, perturber justement cette fonction qui est la fonction du souvenir, donc la mémoire. Mais Claude, merci beaucoup. Donc on se souviendra de Platon et de Bergson comme des incontournables à propos de la mémoire. Vous en avez identifié d'autres et on va vous mettre le lien en barre d'infos, donc vers cette autre vidéo qui présentera deux autres auteurs incontournables. N'hésitez pas à cliquer. Encore merci Claude. Merci Stéphanie.